Bonjour à tous mes élèves de S4, j'espère que vous allez bien, que vous comprenez bien la matière. Sinon, n'hésitez pas à m'appeler, d'accord? M'envoyer un petit message et je vous rappelle sur Teams. Voilà, n'hésitez vraiment pas, s'il vous plaît. J'espère que vous vous portez bien. Prenez encore soin de vous et des autres et encore félicitations pour le défi Covid-19. Alors, je ne sais plus très bien où j'en étais. Je sais que j'avais vu la respiration et la photosynthèse des plantes avec vous. Pour rappel, la photosynthèse ne se fait que le jour au niveau des chloroplastes, puisqu'elle nécessite de la lumière, tandis que la respiration, qui permet de produire de l'énergie, se fait sans cesse. Mais chez les plantes qui sont des organismes qui ne bougent pas, eh bien, elle est sans cesse faible. D'accord? Et donc, elle se fait le jour et la nuit et ça ne rejette pas beaucoup de CO2, contrairement à ce qu'on croit ou à ce qu'on raconte. De même, ça ne prend pas beaucoup d'oxygène non plus. On avait parlé des points de compensation, essayez de bien comprendre ce que c'est. Alors, je ne sais plus si je vous avais parlé de l'évapotranspiration. Alors, l'évapotranspiration, c'est quoi? Vous savez ce que c'est transpirer. Ça sert à quoi de transpirer? Eh bien, transpirer, c'est perdre de l'eau. Alors, quand vous perdez de l'eau, eh bien, ça permet de diminuer votre température. Par exemple, quand vous sortez de la douche, euh, vous avez pris une douche bien chaude, vous êtes bien chaud, etc. Vous sortez et là, en fait, vous avez de l'eau qui quitte votre organisme, qui va s'évaporer, vous avez de la buée, etc. Et ça va vous donner froid. Vous avez cette sensation de froid. Et bien la transpiration, c'est pareil. Donc c'est une réaction de l'organisme pour pouvoir réguler sa température. Donc pour éviter d'avoir trop chaud. Ça va? Nous, on fait ça, euh, mais, donc nous, les animaux, etc. Mais les plantes aussi font ça. Alors pour les plantes, on parle d'évapotranspiration. Alors le meilleur truc que vous pouvez même essayer chez vous, c'est de mettre un sachet sur une plante et vous allez voir au bout de quelques heures, surtout si vous la mettez au soleil et qu'il fait chaud, vous allez voir des petites gouttelettes se former autour de donc à l'intérieur de ce sachet, donc au niveau de la plante. En fait, c'est la fameuse évapotranspiration. Donc pour éviter d'avoir trop chaud, la plante perd de l'eau. Alors ça permet aussi de faire une espèce de sorte de colonne d'aspiration au niveau des racines pour faire monter la sève brute qui, je vous le rappelle, est prise au niveau des poils absorbants, contient de l'eau et des sels minéraux et va aller jusqu'aux feuilles. Donc ça s'appelle l'évapotranspiration. Donc l'évapotranspiration, elle a deux objectifs. Le premier, évidemment, c'est que les feuilles ne soient pas brûlées au soleil et le deuxième, de faire monter la sève brute. Donc voilà le schéma ici derrière moi avec la plante, d'accord, le sachet au niveau de la plante. Et puis, donc, petit à petit, on vous dit, ben voilà, des gouttelettes vont apparaître à l'intérieur du sachet. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Ben que la plante a transpiré, elle a fait ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Et c'est pas un phénomène anodin, c'est très important ce phénomène. Euh, Si vous regardez dans le cours, donc, oui, j'ai oublié de dire que ça se fait par les stomates, d'accord? Donc, tous les échanges gazeux se font par les stomates. Donc ne pas oublier le stomate, c'est deux cellules de garde qui sont délimitées par une stiole. Ces stomates peuvent se fermer et s'ouvrir. Ok. En fait, s'il y a beaucoup d'eau, les cellules vont être très gonflées, je vous l'avais dit, et donc le stiole va être ouverte. L'ouverture va s'ouvrir. Voilà. En revanche, s'il manque d'eau, eh bien les cellules de garde vont devenir un peu flasques et donc le stiole va se refermer et ça va empêcher les échanges gazeux pour éviter évidemment que la plante ne perde trop d'eau. Vous voyez, la nature est bien faite. Alors, oui, je vous disais que ce n'était pas un phénomène rare et c'était un phénomène important d'ailleurs dans le cycle de l'eau. On dit toujours l'eau s'évapore au niveau de la mer, etc., au niveau des lacs, mais elle s'évapore aussi au niveau des forêts et c'est super, super, super important ce phénomène. D'accord. Si vous regardez donc dans vos notes, vous voyez, un bouleau, il perd en moyenne 75 litres d'eau par jour. Donc voilà, un simple arbre. Donc vous imaginez, un hêtre, c'est plus ou moins 100 litres, pardon. Je ne connais pas les chiffres par cœur, hein, mais voilà, un hectare d'épicéa, 4500 litres d'eau par jour. Donc c'est assez important comme phénomène pour expliquer la formation des nuages et dans le cycle de l'eau. D'accord? À la taille de la forêt amazonienne, par exemple. Donc pourquoi la plante doit-elle perdre de l'eau? Je vous l'ai dit tout à l'heure.
Voilà, vous voyez la lumière ici qui arrive sur la feuille. La feuille perd de l'eau, c'est la transpiration ou l'évapotranspiration. Euh, eh bien, ça va lui permettre de ne pas brûler au soleil. Et en plus, ça fait une colonne d'aspiration. Si on perd de l'eau ici, eh bien, les cellules, l'eau va monter dans les vaisseaux conducteurs qui sont des vaisseaux conducteurs du xylème et donc l'eau va monter, puisqu'il y a une colonne d'aspiration qui se crée ici. Ça va? Donc ça permet de faire monter la sève brute et ça permet que les feuilles ne se réchauffent pas au soleil. Voilà. Alors vous voyez d'autre part ici d'autres échanges. Vous voyez ici qu'une fois que la sève brute arrive, le CO2 va être capté au niveau des stomates également. Il va y avoir photosynthèse. On va rejeter de l'oxygène et on va fabriquer de la matière organique qui se retrouve dans la sève élaborée. La sève élaborée, donc, qui contient beaucoup de substances organiques, c'est le but de la photosynthèse, fabriquer de la matière organique, donc qui va être riche en sucre, riche éventuellement en lipides et en protéines, qui va aller vers les organes de croissance de la plante, ou bien vers les racines comme réserve, ou bien vers les fleurs, les fruits, etc. Ça va? Voilà, j'espère que vous avez compris ce concept-là. Avant que je ne passe à la suite. Voilà. La suite, je sais que ça a l'air un petit peu décousu, mais on me demande dans ce chapitre, avec ce nouveau programme de S4, de vous parler des échanges au niveau de la membrane cellulaire. D'accord? Alors, je vais reprendre quelque chose qu'on avait vu tout au début du cours, donc tout au début des organites, quand on s'est revu au mois de janvier, je devrais dire. Donc, c'est la structure de la membrane plasmique. Alors, je vous ai mis ici la structure, vous l'avez dans votre cours, de la membrane plasmique. Donc, vous imaginez ici une cellule, d'accord, que ce soit une cellule végétale ou une cellule animale, peu importe, toutes les cellules sont délimitées par une membrane plasmique. Et bien ici, c'est un tout petit morceau, ok, de cette fameuse membrane plasmique. Alors, si je regarde, j'ai une double couche de phospholipides, d'accord. Les phospholipides, c'est ce petit machin-ci. Alors, si j'y vais d'un peu plus près, eh bien, un phospholipide, c'est comme ceci. Hop. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails chimiques puisque ce n'est plus au programme de quatrième, mais ça a une tête hydrophile, ça veut dire qu'ils aiment l'eau, et deux queues hydrophobes, ça veut dire qu'ils vont éviter l'eau. Alors, vous savez que hors des cellules, il y a de l'eau, et dans les cellules, il y a de l'eau. Ok? Donc, si je mets un phospholipide ici dans un verre d'eau, par exemple, comment est-ce qu'il va se déposer? Eh bien, avec la tête qui aime l'eau, eh bien, il va tourner la tête vers l'eau et les queues hydrophobes qui n'aiment pas l'eau vont s'éloigner le plus possible de l'eau. Alors ça permet d'expliquer la structure de la membrane. Je sais que je vais un peu loin, mais comme ça, au moins vous comprenez ce que je raconte. Oui. Donc il y a de l'eau hors de la cellule, et ici on est dans le cytoplasme. Alors, je vous ai dit, la membrane est faite d'une double couche de phospholipides. Essayez d'imaginer, il y a de l'eau hors de la cellule, il y a de l'eau dans le cytoplasme, et je vous ai dit, donc c'est une double couche de phospholipides. Eh bien, les têtes vont se tourner vers la partie externe qui contient de l'eau, tandis que les queues hydrophobes vont se tourner vers l'intérieur de la membrane parce qu'elles n'aiment pas l'eau. Et d'autre part, je vous ai dit que c'était une double couche, donc si je fais une deuxième couche ici, de nouveau, il y a de l'eau, donc les têtes qui aiment l'eau hydrophiles vont se tourner vers l'intérieur de la cellule, vers le cytoplasme, tandis que les queues hydrophobes qui essaient d'éviter l'eau, donc c'est comme une espèce de couche de graisse, si vous voulez, qui va empêcher plein de choses de rentrer, eh bien, donc ces queues hydrophobes vont se tourner vers les autres queues hydrophobes. Donc on a une double couche ici de phospholipides. Alors, le problème, c'est que s'il n'y avait que ça dans la membrane, eh bien, justement, je viens de vous en parler, il n'y a pas grand-chose qui saurait rentrer parce que c'est une espèce de couche de graisse. Or, les graisses, vous le savez bien, si vous mettez de l'huile dans l'eau,
eh bien, dans une casserole d'eau, eh bien, l'huile va rester au-dessus, d'accord? Elle ne va pas se mélanger facilement avec l'eau. Donc ça, c'est un problème. Donc il va falloir qu'il y ait un deuxième constituant essentiel à la membrane plasmique. Il faut qu'il y ait des transporteurs là-dedans, des ouvertures si vous voulez. Eh bien ces ouvertures, c'est quoi? Eh bien ce sont des protéines qui sont enchâssées dans la membrane, qui sont des espèces de canaux. Donc c'est des canaux spécifiques. Et les voilà. Vous voyez en brun sur le dessin, j'ai entouré un bicouche de phospholipides, double couche de phospholipides, et les protéines ici qui sont des canaux, qui vont permettre par exemple, je sais pas moi, un ion Ca2+, par exemple, de pouvoir rentrer dans la cellule si la cellule a besoin de calcium. Sinon, avec ces charges positives, si vous voulez, ce serait impossible de passer dans quelque chose de grave, d'accord, dans cette couche de phospholipides. Alors, si cette protéine-ci, ce canal-ci laisse passer des ions Ca2+, elle ne va pas laisser dépasser des ions Na+, ou K+, ou pardon, SO4-, etc. Chaque protéine est spécifique d'un seul type de composé. Ça va? Voilà, j'espère que vous avez compris ça avant que je passe à la suite. Donc, deux choses importantes à retenir. La membrane est composée d'une double couche de phospholipides dans laquelle sont enchâssées des protéines. D'accord? Les protéines permettent le passage de substances de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur, ça dépend, on doit exporter et importer des choses dans les cellules, mais de façon régulée grâce à ces fameuses protéines qui sont spécifiques à un réactif précis, à un acide aminé, à un sucre, à un ion, etc. Voilà. J'espère que vous avez compris ce que je vous ai raconté, c'est très important pour la suite. Ok? Allez, je vous embrasse et je fais direct une deuxième vidéo.